Bonjour à tous, je m'appelle Céline Joss, je suis maître de conférence à l'Université Paris 8 et je vais vous présenter un travail pluridisciplinaire et préliminaire mené par des personnes venant de l'Université Paris 8, l'Université de Bretagne Sud et l'Université de Rennes 1. Ce travail s'inscrit dans le projet Mémorob qui a pour objectif d'étudier l'impact des robots sur la mémoire des personnes, plus généralement sur leur cognition, dans une situation de stimulation cognitive, plus généralement d'apprentissage. La présentation d'aujourd'hui pose les bases de ce travail en présentant les motivations qui ont mené au besoin d'un modèle, ainsi que la liste des effets générés par l'interaction humain-robot et qui peuvent interférer avec des situations d'apprentissage. Et nous allons également voir les différents types d'apprentissage déclinés selon leurs processus et mécanismes. Pour cette introduction, je vais essayer d'être brève car il y a beaucoup à dire. En résumé, les robots prennent de plus en plus de place dans notre quotidien et sont envisagés pour des rôles divers et variés, bien loin de l'industrie où ils sont apparus. En fait, depuis les années 90, on assiste à l'émergence des robots de service et des robots compagnons, et on attend des robots qui soient présents dans tous les domaines. La santé, l'éducation, à la maison, pour faire des sauvetages, pour les déplacements en chemin périlleux, dont Mars par exemple, dans les services publics, etc. Qui n'a pas vu un paper dans le hall d'une galerie marchande ou même au Futuroscope? Nous, dans notre recherche, nous questionnons le rôle des robots dans la société, la manière dont ils doivent agir pour s'intégrer et être acceptés, ce qu'on peut leur demander ou pas, l'impact psychologique qu'ils peuvent avoir sur les personnes, la manière de protéger la vie privée, etc. On voit d'ailleurs depuis plusieurs années une augmentation du nombre de travaux sur l'éthique en robotique. Dans ce travail, nous nous intéressons particulièrement à l'attention et je vais vous expliquer pourquoi. Parmi les rôles qu'on souhaite donner aux robots, il y a celui d'aide à domicile. Par exemple, pour garantir l'autonomie le plus longtemps. On sait que le robot peut apporter de réels bénéfices, en favorisant les contacts sociaux, en appelant les urgences si besoin, en proposant des activités, etc. Et parmi les tâches du robot, il y a la possibilité de travailler sur des exercices de stimulation cognitive ou de faire du tutorat d'enseignement, plus largement. La question que nous nous posons, c'est: est-il judicieux d'utiliser les robots pour des tâches qui impactent la cognition? Je vous déroule notre pensée. Dans une situation où l'humain doit entraîner ses fonctions cognitives ou apprendre, il doit être complètement attentif, concentré et actif. L'activité cérébrale est régulée par l'attention, qui est donc la condition sine qua non pour l'apprentissage. Et c'est précisément ce point qui est à l'origine de notre travail. En effet, les recherches montrent que les mouvements, le bruit et même la forme du robot captent l'attention. Donc les robots, par nature, parce qu'ils sont des robots, captent l'attention de l'humain et le distraient de sa tâche cognitive. Mais pourtant, de nombreuses études montrent que les robots augmentent l'engagement et la motivation de l'humain, ainsi que les performances cognitives. On constate donc que les robots peuvent être perturbateurs dans certains contextes et source de concentration dans d'autres contextes. Notre objectif dans ce travail, ça va être de comprendre cet effet distracteur du robot de manière à le maîtriser pour permettre à l'humain d'effectuer des exercices d'apprentissage efficacement sans qu'une perte d'attention ne nuise au travail cognitif. Mais avant de pouvoir comprendre ces effets distracteurs, il faut déjà s'entendre sur ce qu'on appelle attention et distraction. L'attention, c'est défini comme un mécanisme de contrôle du fonctionnement cognitif et comportemental qui contribue à la perception, à la sélection des informations et donc au traitement de l'information. L'attention, elle peut être volontaire, par exemple lorsque l'on cherche quelque chose, ou involontaire, lorsqu'elle est attirée par un élément de l'environnement sur lequel la personne n'était pas concentrée jusque-là. La distraction, elle, est souvent définie en opposition à l'attention que l'on souhaite, en tant qu'enseignant ou tuteur ou robot d'aide à domicile, voire portée aux sources et objets de l'apprentissage. Donc, si une personne s'intéresse à autre chose que ce que l'enseignant ou le tuteur est en train de dire et de faire, on dirait que cette personne est soumise à de la distraction. Parce que ce qui est dit et fait avec l'enseignant ou le tuteur devrait être objet d'attraction. Mais là, on voit bien que tout est une question de point de vue. La personne n'est pas attentive, mais ça, c'est du point de vue du tuteur. De son point de vue à elle, elle est tout à fait attentive à ce qui la distrait, de l'enseignement.
Pour étudier, comprendre et modéliser l'apprentissage, nous proposons donc une approche basée sur le point de vue de l'apprenant. Ainsi, le modèle de l'apprenant va considérer que celui-ci porte son attention sur ce qu'il est en train de faire et qui est donc source d'attraction. Mais avant de pouvoir prendre en compte les effets distracteurs et les maîtriser, il faut déjà pouvoir mesurer l'attention ou la distraction, et c'est pas si trivial que ça, hein. L'étude de la littérature semble dégager 3 grandes méthodes de mesure de l'attention et de la distraction. D'abord, il y a l'analyse du regard. Le comportement des yeux serait un très bon prédicteur du niveau d'attention de l'utilisateur. Ensuite, il y a l'analyse du comportement de l'humain via différentes modalités. Par exemple, certaines études se basent sur le temps de réaction, l'expression faciale, la proximité de l'utilisateur avec le robot, le comportement général, comprenant en fait le comportement verbal, non verbal ou la posture. Et puis, troisième méthode, il y a l'analyse des activations neuronales avec des capteurs EEG. D'ailleurs, des études récentes montrent une corrélation entre les données des capteurs EEG et la dilatation pupillaire, qui rendrait compte du niveau attentionnel et de l'engagement dans la tâche en cours. Mais bon, cela nécessite de porter des capteurs et ce n'est pas toujours possible ou même souhaitable. Depuis tout à l'heure, je parle des effets distracteurs, en sous-entendant d'ailleurs qu'ils sont nombreux. Je vais vous en présenter quelques-uns, les plus connus à l'heure actuelle. Et vous verrez que le problème est complexe, parce qu'en fait, c'est l'interaction entre l'humain et le robot qui est complexe et qui contient beaucoup d'implicites. Dans ce travail, nous avons classé les effets en 4 catégories: l'apparence, l'historique, la communication et l'adaptation. On va voir tout de suite ce que ça signifie. Déjà, les robots ont des effets liés à leur simple apparence, comme pour les êtres humains en fait. Ils sont soumis à l'anthropomorphisme des humains, c'est-à-dire la tendance à attribuer des caractéristiques humaines à des objets animaux et autres inanimés en vue de nous aider à rationaliser leurs actions. Du coup, il y a de nombreuses études qui ont pour objectif d'étudier les conditions dans lesquelles les humains anthropomorphisent les robots ou pas. Et dans ce domaine, on peut dire que tout est à explorer, hein. Il y a aussi l'effet de l'incarnation, de l'apparence même en fait du robot. L'incarnation influence positivement ou pas l'interaction. Parfois, le robot peut faire peur. Et puis, on trouve aussi l'effet du genre du robot. Cela veut dire qu'un robot, s'il est perçu d'un genre ou d'un autre, n'aura pas le même impact sur l'interaction. Tout ceci est bien sûr à explorer, hein. Là, nous n'en sommes qu'à comprendre qu'il y a de nombreux effets. Ensuite, il y a des effets liés à l'historique de l'interaction. D'abord, il y a l'effet de nouveauté. Face à une nouveauté technologique, l'humain exprime un comportement qui n'est pas représentatif de ses ressentis à long terme. Pour pouvoir étudier la relation, qui est l'ensemble des interactions sur ce long terme justement, entre l'humain et le robot, il faudra attendre que cet effet de nouveauté passe. Et puis après, il y a l'effet d'habituation. Une fois l'effet de nouveauté passé, il s'installe un effet d'habituation qui peut provoquer un désintérêt pour la technologie présentée. Les humains changent d'opinion concernant le robot avec le temps. L'enjeu consiste alors à trouver des stratégies pour engager l'humain dans l'interaction et sur le long terme. Et enfin, il y a un effet lié à l'âge de l'humain. L'âge de l'utilisateur semble avoir une influence sur ses attentes envers le robot et donc sur l'interaction. Et on voit de nombreuses études spécialisées sur l'âge de l'utilisateur et qui différencient par exemple l'interaction enfant-robot de l'interaction senior-robot. Ensuite, il y a des effets liés à la communication entre l'humain et le robot. Par exemple, il y a un effet au fait de partager le même espace physique. Petite pensée pour tous les enseignants qui doivent donner cours à distance ou faire une conférence à distance. Rappelons que la présence physique rend l'interaction plus engageante, plus agréable, plus crédible, inspire plus facilement confiance et respect et améliore l'interaction sociale, entre autres. Nous avons montré dans les travaux précédents, par exemple, qu'un robot, parce qu'il partage l'espace physique, semble avoir un rôle naturel de coach par rapport à ce même robot en version virtuelle. Les performances d'apprentissage sont meilleures avec un robot physique. Bref, les arguments sont nombreux pour la présence physique et vous devinez pourquoi je développe un petit peu cet effet-là aujourd'hui. Il y a aussi un effet qu'on appelle l'effet d'audience. La présence d'un observateur influence les performances de l'humain,
C'est un effet bien connu chez l'humain et que l'on retrouve aussi chez le robot, avec parfois des effets négatifs. C'est pour ça qu'il faut identifier et vraiment essayer de maîtriser tous les effets. On trouve aussi l'effet du regard. D'ailleurs, encore un argument contre le distanciel. Des études montrent que les humains recherchent le contact oculaire avec le robot comme ils le font avec les humains. Cela a des conséquences importantes sur l'interaction. Par exemple, l'humain semble plus engagé dans la communication s'il y a un contact oculaire. Dans des travaux précédents d'ailleurs, nous avons observé que les participants cherchaient un contact oculaire lorsque le robot les faisait rire, comme pour partager ce moment d'interaction. Et enfin, il y a un effet de comportement. Par exemple, des études montrent qu'un robot émotif améliore la perception et la joie de l'humain, ou que doter le robot d'un comportement social semble augmenter les performances d'apprentissage de l'humain. Tandis qu'un comportement non adéquat va plutôt provoquer une gêne chez l'utilisateur. Il y a beaucoup d'autres exemples. Et enfin, il y a tous les effets liés à l'adaptation. Par exemple, avant même que l'interaction avec le robot ait lieu, les humains ont des attentes qui ont des conséquences directes sur leur perception de l'interaction. Par exemple, l'utilisateur attend d'un chat robotique qu'il ait le même comportement qu'un chat réel, au risque de rejeter le robot. Le niveau d'attente est différent que le robot soit, par exemple, humanoïde, animaloïde ou imaginaire. Il y a aussi des effets liés à ce que peut anticiper l'humain, qui semble préférer interagir avec un robot dont il peut prévoir le comportement. Encore une fois, le robot peut faire peur. Et puis, il y a un effet d'effet. Tous ces effets ont des impacts les uns sur les autres. Par exemple, des études montrent que le comportement du robot et son apparence sont tous les deux importants, mais que s'ils sont contradictoires, alors c'est le comportement du robot qui prédomine sur son apparence dans la perception qu'en a l'humain. Des études montrent également que l'apparence du robot et son contexte ont un impact sur l'acceptation du robot. Et il y a de nombreux autres effets. On voit bien que là, nous sommes encore loin de maîtriser les effets des interactions humain-robot. Bon, enfin, pour pouvoir favoriser l'attention lors de situations d'apprentissage, il convient de comprendre quelles peuvent être ces situations d'apprentissage. Déjà, le robot peut être utilisé pour apprendre la robotique. Il peut être aussi utilisé pour apprendre avec la robotique, avec un robot qui peut faire des démonstrations, ou par la robotique, avec un robot qui peut enseigner. Le robot peut aussi servir à motiver l'enfant, en se mettant par exemple en position d'élève et en demandant à l'élève de lui apprendre. Et puis le robot sert aussi à étudier les processus d'apprentissage, en jouant le rôle de l'expérimentateur qui fait réaliser les tests d'évaluation de savoir et de savoir-faire. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est déjà que l'apprentissage, c'est une internalisation de données qui sont externes à l'apprenant. On vient de voir qu'on apprend du savoir et du savoir-faire. Et il faut savoir que pour chacun d'entre eux, il y a plusieurs modes d'apprentissage. Mais que tous ces modes d'apprentissage ont le même objectif, se faire une représentation interne de la connaissance du monde externe. Donc parmi les modes d'apprentissage du savoir-faire, il y a l'apprentissage par imitation, par l'action, par la résolution de problèmes et l'apprentissage procédural de l'exécution de tâches. Et parmi les modes d'apprentissage du savoir, il y a l'apprentissage verbal, par l'éducation et l'enseignement, par la lecture et par la production verbale écrite. Et puis il y a aussi des mécanismes d'apprentissage qui sont l'analogie, la catégorisation, l'accrétion, le réglage et la restructuration. Je vous laisse vous référer aux références dans le papier pour plus de détails. Ce qu'il faut retenir pour cet exposé, c'est que tous ces modes et mécanismes d'apprentissage, que pour tous ces modes et mécanismes d'apprentissage, le robot peut jouer un rôle positif à condition de pouvoir maîtriser et réduire les facteurs de distraction qui pourraient avoir un impact dans cet apprentissage. La suite de notre travail va donc consister à vérifier que l'interaction entre mode d'apprentissage et mode d'intervention du robot favorise l'attention ou la distraction. La prochaine étape de notre travail sera donc de définir le modèle Memorob qui est basé sur la mesure de l'attention humaine pour déterminer les conditions qui permettent de maintenir ou d'augmenter si besoin l'engagement de l'utilisateur. Si l'utilisateur se désengage de l'interaction, une manière est par distraction de le distraire de sa tâche pour l'attirer par attraction vers la tâche qu'on souhaite lui faire faire. Bon, pour atteindre cet objectif, nous mettrons en place une série d'expérimentations pour tester les prédictions de notre modèle,
sur les situations qui favorisent l'attention ou qui favorisent la distraction, ceci afin de pouvoir proposer des situations d'apprentissage optimales. À l'heure actuelle, nous sommes en train de développer la plateforme informatique qui nous permettra de mettre en place cette série d'expérimentations. Et je tiens à remercier vivement l'Université Paris 8 pour son soutien financier et les personnes que j'ai citées ici qui ont participé au début du projet pour certaines et au premier développement informatique pour les autres. Et d'ailleurs, depuis l'écriture du papier, d'autres personnes ont encore contribué. J'en ai fini ici et j'espère avoir réussi à maintenir votre attention pendant toute la durée de ma présentation.